Bienvenue à tous sur ce podcast. Alors, celui-là, ça va être une petite édition un peu spéciale puisqu'on va faire une réponse aux questions. On avait demandé sur Instagram différentes questions si vous en aviez. Puis moi, ça fait deux ou trois. Du coup, j'ai récolté un petit peu les questions histoire de répondre un peu à vos questions. Donc, on en a eu plusieurs. Il y en a, c'est plus sur le travail, par rapport au travail, comment on organise un peu notre travail. D'ailleurs, une petite note par rapport à ça, mais on avait fait un gros podcast sur tout ce qui était productivité, outils qu'on utilisait et tout. Donc, si En vrai, vraiment vous avez. Ouais, ça a pas trop changé, je pense. ouais. Non, clairement, moi j'utilise les mêmes outils. Donc, si vraiment vous avez des questions par rapport à ça, vous n'avez pas besoin de nous poser des questions par On rapport à a ça. fait le pod, on a fait le Ouais, podcast on a fait là-dessus. le podcast là-dessus. Et puis ouais, du coup, on va commencer directement avec la première question. Alors, j'ai pas noté les prénoms, pas pour tout le monde. Mais la première question, c'était comment et pourquoi vous vous êtes lancé sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, c'est une question qui est assez cool, assez intéressante. Moi, on me la pose parfois en DM. On me pose un peu des questions, de C'est une savoir comment j'ai question, fait pour démarrer sur les réseaux sociaux. C'est comme si j'étais tombé de la lune sur Terre avec le truc. Et, c'est euh, une question et, intime. et ouais, non, en vrai, c'est une bonne question. Ouais, surtout les raisons, puis comment on a fait, et puis voilà. Bah vas-y, hein. Tu veux que je commence? Vas-y, commence. Hein. Bah Moi, en ça va vrai, être long encore une fois ma ouais, réponse. Hein. non, ouais, c'est vrai, toi, tu sais pas abréger, toi. Ouais. Non, Je vais me faire alors, en abréger. vrai, la réalité, c'est qu'on a commencé plus ou moins au même moment. Toi, t'as commencé un peu avant moi, quand même, De quoi? Ah, les sur les réseaux? réseaux sociaux. Ah ouais, ouais. Bah, en vrai, on a commencé Plus ou moins en même temps. confinement de. Je me souviens plus du tout, moi, je suis nul avec les dates. Moi, je me souviens parfaitement. Avril 2020. Ok, Enfin, que j'ai commencé. Toi, t'as pris le relais un peu plus tard? ouais. Peut-être pendant l'été? Je Moi, sais plus. ouais, Mais Covid. ouais, Hmm. plus ou moins à ce moment-là. Et du coup, ouais, c'était juste pour un peu de contexte par rapport à ça, mais on avait commencé, on était quand même à la fac au final en master. Et je pense que c'est une notion qui est importante, c'est parce que moi, en tout cas, personnellement, et je vais répondre par rapport à ça, mais j'anticipais déjà un peu la sortie du master. Moi, c'était à Lyon, mais j'ai fait encore un autre master après. Mais pour être très honnête, je le sentais pas. Je sentais pas trop l'insertion professionnelle. Alors faut pas être pessimiste par rapport à l'insertion professionnelle en STAPS, etc. Hein. Il y a vraiment possible de faire des choses, mais j'étais pas forcément entièrement satisfait. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien développer mon truc, etc. Et puis avoir en fait plus de visibilité, parce qu'il faut pas se mentir, mais à un moment donné, les clients viennent parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'il y a une espèce de légitimité perçue, et heureusement, j'ai envie de dire, ou malheureusement, ça dépendra des gens, mais les réseaux sociaux, ça fait partie de notre monde, et c'est l'endroit où on peut se légitimer et puis bah, en fait nous exposer, quoi. Donc ouais, j'ai commencé avec la création de contenu classique pour justement bah, avoir plus de personnes, pouvoir partager sur les contenus qui me faisaient plaisir, et puis après bah, ça a fait un peu effet boule de neige, de plus en plus de monde, etc. Et puis voilà, donc moi, la raison principale, c'était parce que je voulais avoir plus de monde et être capable d'être indépendant sur mon truc. Et voilà, vivre de ma passion. Et parce que voilà, ça me disait rien de rentrer dans un club, dans une fédération, et puis avoir un boulot comme ça. Et du coup, j'ai choisi cette voie-là. D'être subordonné, quoi. Exactement, moi, la hiérarchie, c'est un truc, je peux pas. Donc, je, je, On préf- n'est pas amis pour rien. je préfère vivre avec une espèce de petite insécurité par rapport aux réseaux sociaux que par rapport à cette hiérarchie. En vrai, la Et sécurité, elle est relative. Hein. Ça, c'est toujours le truc en mode, t'as pas un boulot stable. oui, Mais en vrai, maintenant, on a un truc beaucoup plus stable, oui, limite oui, c'est que sûr. plein de Après, gens. voilà, enfin, ce que je veux Faut dire, c'est on vit pas avec les. C'est pas les mêmes problèmes en fait. Après, Enfin, faut quand même rappeler aussi que le métier de préparateur physique, c'est à la base, enfin, on dit c'est un truc un peu précaire, mais je veux dire, admettons, si t'es dans le chemin classique à rejoindre un club, tu vois, t'as des contrats de saison et tout, tu vas être là une saison ou deux, t'es pas sûr de rester, ah bah non, mais on c'est peut te pareil. jeter et puis après, faut que t'ailles chercher ailleurs. T'as très rarement Donc un oui, t'as CDI. un CV qui se remplit parce que t'as fait préparateur physique en N2, N1 ou ligue je ne sais quoi de quel sport, et à chaque fois, t'arrives à retrouver ailleurs.
mais en gros, t'es un vagabond, quoi. Faut. Ouais, ouais, donc après, c'est vraiment des choix. Je pense que ça peut être bien de rentrer en fédé ou quoi, ou rentrer dans des clubs, etc. Et puis suivre cette voie-là. Après, moi, perso, c'est pas la voie que j'ai choisie. Euh, Après, par rapport à ça, même moi, j'ai fait des stages dans des clubs, j'ai fait des stages dans des fédérations, dans les équipes de France, etc. Et je savais, j'avais une vue un peu de l'intérieur, je savais ce que c'était la préparation physique, la vie quotidienne du préparateur physique, et ça me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout, tout me plaisait pas en fait. Genre le fait de bouger me plaisait pas, la manière dont t'entraînais les athlètes me plaisait pas, le salaire me plaisait pas. Il y avait rien qui me plaisait donc je me suis dit voilà, mais là je peux pas et donc je préfère faire mon truc. Et je pense qu'aussi c'est un espèce de les réseaux sociaux, c'est un espèce d'investissement, j'ai l'impression, tu vois, c'est tu poses du contenu, tu poses ton point de vue, voilà, tu peux t'exposer au final et du coup ça fait effet boule de neige, tu as de plus en plus de personnes, tu crées des relations avec des gens et puis enfin, ça te tiendra sur le long terme quoi. Donc moi c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. C'est à moi de répondre maintenant. Je crois bien, hein. Je sais pas par où commencer. En vrai, moi, j'avais une phrase qui m'avait marqué. C'était ça sert à quoi d'être le meilleur dans ton domaine si personne le sait. Tu vois, alors. On va dire, ouais, c'est pas du tout. Putain, C'est quoi l'arrogance, y tu a pas gars. d'humilité et tout là-dedans. Non, ça me concerne pas, mais cette phrase, ça voulait dire que, en gros, si t'es passionné et que tu fais tout pour vraiment t'améliorer, te former, être le meilleur possible parce que t'es passionné en fait, donc tu ne comptes pas. Quand t'es passionné, tu fais les choses sans compter parce que tu aimes profondément ce que tu fais. Et bah, tu mets un engagement que très peu de personnes vont mettre pour au final ne pas avoir mieux, tu vois. Donc ça, moi personnellement, ça m'a aussi frustré. C'est vrai que moi, tu vois, j'avais décroché un stage que j'avais longuement espéré. Je dirais pas la structure, évidemment, on préservera l'anonymat, mais qui était censé être une structure, genre la meilleure structure de réathlétisation en France, machin et tout. Euh, et en fait, il se trouve que j'ai été assez déçu et la façon dont ça se passait, et puis même les pratiques, j'étais pas du tout en accord avec les façons de faire la réathlétisation des athlètes, même la prépa physique et tout, pas forcément. Et puis après, ouais, les stages aussi en club et tout, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup de politique, de relationnel et tout. Et moi, j'avoue que je suis pas très bon là-dessus. Je suis un mec casanier, introverti au possible. Ah bon? Ah bon? T'es sûr? Non, mais faut admettre ce qu'on est. Donc, moi, j'ai compris que j'étais comme ça. Et c'est vrai que je suis pas forcément le meilleur d'un point de vue relationnel. Et finalement, tu te rends compte que oui, après, ça dépend encore une fois des sports. Mais déjà, il y a beaucoup de sports en France où il y a pas de moyens. Déjà. Donc, tu pourras jamais espérer avoir un salaire. Parce que mine de rien, mais ça, faut en parler aussi, tu vois, c'est important. Gagner sa vie quand même. Il y a beaucoup de sports où si t'es préparateur physique, si tu galères, où tu dois Cumulé? cumuler plusieurs trucs, Hmm. plusieurs contrats, machin. Donc en fait, t'es subordonné à plusieurs personnes. Dès que tu veux partir en vacances, machin, c'est une galère, enfin, où t'oublies. Et en plus, tu continues de vivre de manière précaire. Donc ça, déjà, pour moi, c'était impensable. Et première chose. Ensuite, oui, l'aspect, puis ça me saoulait, même pendant les stages. Ouais, c'est Voilà, pareil. faut t'entendre avec ceux avec qui tu travailles. Moi, ça passait pas. Enfin, tu vois, je me disais, mais sur des années, en gros, tu dois être Tu là. Tu sacrifies, sais hein. que ton argent dépend de gens qui te le donnent. Enfin, de ton contrat, et que, en gros, si tu rentres pas dans les cases, on te vire. Et du coup, tu te retrouves sans rien. Enfin, en fait, pour moi, c'était insupportable cette idée-là. Et en même temps, de devoir accepter tu vois, de supporter des choses que t'aimes pas et tout. Parce que sinon, t'as plus de taf ou quoi, en gros. Enfin, bref, il y a plein de choses, tout un climat en fait qui a fait que pour moi, c'était pas possible. Et parce que je me suis rendu compte aussi, tu me donneras ton point de vue, mais c'est vrai que dans le sport de haut niveau, pour ceux qui arrivaient à accéder, on va dire, au meilleur poste, entre guillemets, c'est beaucoup de pistons. Moi je trouve, et il y en a qui se retrouvent à l'OL, au PSG, enfin bref, dans des trucs. Ça veut pas dire que il faut être compétent quand même, bien sûr, mais on sait très bien que tout ça c'est de la politique et que en gros on fera rentrer quelqu'un qu'on connaît plus facilement que quelqu'un qui peut-être est potentiellement plus compétent mais qu'on connaît pas du tout, tu vois. Après voilà, il y en a qui seront pas d'accord, les process de sélection et tout, voilà, mais de mon point de vue c'est un peu ça.
Et puis de toute façon, plus tu entraînes dans des clubs à haut niveau, plus potentiellement tu es sur des grands noms. Moi, je trouve que c'est du stress parce que en fait, Oui, tu c'est peux du pas faire sang. ce que tu veux parce que si tu le blesses, en fait, tu dégages ou. Enfin, tu vois, perso, je voulais avoir mon truc. Tu vois, je préférais monter ma propre structure au final et être plus indépendant. Ce qui n'empêche pas, hein, parce que, enfin, moi, si je prends mon cas, Donc toi, je, t'entraînes des athlètes à haut niveau, donc je tu peux continue en parler, mais d'entraîner à haut niveau, mais enfin, des fois, je collabore avec des fédés, etc. Mais enfin, c'est mon entité en fait. C'est pas du consulting, mais pas loin en fait. C'est moi, je viens de l'extérieur, mais je suis pas impliqué dans la tu viens vie en tant que de. société, en tant que Ouais, freelance. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, je suis pas impliqué dans la hiérarchie de la fédération. On me demande rien. Je viens pas aux réunions. J'ai pas envie. On te donne carte blanche et Exactement. on te Moi, fait je suis confiance. là. C'est l'athlète qui a choisi voilà, son entraîneur ou son préparateur, et moi, je suis vraiment sur le côté. Et c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Après, voilà, je dis pas que c'est mauvais d'être préparateur physique, hein, mais il y a pas que ça, quoi. Il y a pas si longtemps, il y a un prépa avec qui j'avais fait un stage en équipe de France d'escalade, et il m'avait renvoyé un message. Enfin, je l'avais un peu mal pris en vrai. Je l'avais un peu mal pris parce que c'était pas un peu haineux, mais c'était en genre, ouais, en gros, si t'exposes sur les réseaux sociaux, t'as une grosse exposition, mais en gros, qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Tu vois, c'est un peu des fois le discours classique des préparateurs physiques frustrés, quoi. Et je l'ai vraiment pris comme Frustré parce que tu réussis mieux qu'eux, quoi. bah non, mais c'est vrai qu'après, c'est pas sur les réseaux sociaux où j'expose forcément tout ce que je fais. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, enfin, les gens viennent des fois cracher leur venin, mais on n'a juste pas choisi la même voie, il faut juste l'accepter, en fait. Moi, j'ai Et ouais, choisi il y a aussi de même pas faire. forcément mieux qu'un autre, c'est Non, juste genre, différent. il me dit, ouais, ils sont où les résultats, ils sont où les trucs, mais si j'ai pas envie de mettre les résultats des athlètes, je les mets pas. Et si j'ai envie de les mettre, je les mets. Et si j'ai envie de mettre du contenu, je le mets. Enfin, il n'y a pas de. Il y a pas de mieux ou de Si, moins bien, c'est juste différent en fait. Moi, j'ai pas voulu faire de la préparation physique ou de l'entraînement à l'INSEP. Enfin, j'ai pas voulu choisir cette voie-là. Et voilà, après, chacun fait son truc, hein. C'est tout. Ouais, parce que c'est vrai, après, bon, c'est toujours une question de vision différente, mais c'est vrai qu'on est tous les préparateurs physiques, et puis on a chaque année, tu sais, tout le monde qui font des licences, des masters, ça sort des facs, des STAPS de partout en France. En fait, il y a des centaines de diplômés chaque année, et puis de toute façon, il n'y a pas assez d'emplois sur le marché. Donc après, même s'il y en a qui veulent faire comme nous, à se lancer sur les réseaux et tout, au final, tout le monde est dans un bassin. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Le marché, c'est le bassin, et tout le monde est en concurrence. Et il y a des plus gros poissons que d'autres, tu vois. Le truc, c'est que c'est compliqué. Et il y en a qui vont privilégier, après, c'est toujours la fameuse dualité entre l'éternel débat entre ouais, moi je suis du terrain et toi t'es sur les réseaux, t'es dans la théorie, etc. Ah ouais, Moi, je ça trouve c'est. ça bête d'opposer les choses comme ça, mais, euh, mais bon. Mais du coup, il y en a qui vont accumuler, ils veulent accumuler les médailles, les preuves, les résultats de tiens, t'as vu, j'ai permis d'avoir les résultats de tant d'athlètes au meilleur niveau dans X sport et tout. Ça te fait un palmarès, certes, ça joue sur ta preuve sociale et ta crédibilité, mais il n'y a pas que ça. On est d'accord que c'est pas un nombre d'abonnés qui va faire ta Voilà. crédibilité, mais Surtout que ce qui me dérange, c'est que si vraiment, et moi c'est mon cas, mais si vraiment t'es content du travail que tu fournis avec tes athlètes ou même etc., t'as pas besoin d'aller te justifier à d'autres personnes, tu vois, t'as pas besoin d'envoyer un message et enfin, tu vois, ouais, de c'est dire clair. ouais, qu'est-ce que tu fais de mieux Puis que surtout moi, que genre c'est comme si j'avais besoin de me justifier ou d'avancer le fait que voilà, moi je suis légitime aussi, mais moi j'avais envie de lui dire mais je t'ai rien demandé en fait, et surtout moi est-ce que je que viens te voir en te disant des choses? Non, je surtout viens que pas te voir. notre but, c'est notre but à la base en tant que préparateur physique, entraîneur, tout ça, c'est quand même d'apporter des choses aux clients, enfin aux clients, aux Oui, athlètes et tout aux ça. athlètes. Donc on apporte tous des choses qui sont positives. Donc pourquoi se mettre des bâtons dans les roues, tu vois? On s'en fout, tu vois. Non, puis Enfin moi perso, je m'en fous. Moi, tu vois, j'essaie de personnellement au quotidien, j'ai tellement de travail, je suis tellement concentré sur moi j'ai arrêté apporter aussi. le plus de valeur aux gens, de partager le plus de connaissances, de trucs que moi aussi j'apprends et de le donner aux gens, tu vois, ça fait un raccourci. Ça, les gens, ils ont pas besoin de. Enfin, moi, c'est l'idée. Après, dans les raisons, si on revient à la question de base, pourquoi vous avez voulu vous lancer dans les réseaux, il y avait le comment aussi, hein, ça c'est. Mais le pourquoi, euh,
moi, mon approche et ma communication a changé pas mal avec le temps. C'est vrai qu'au début, T'as mûri. j'ai mûri, on va dire. Mais c'est vrai qu'on me l'a reproché beaucoup. Mais j'assume complètement. Donc en fait, maintenant, on peut plus m'attaquer là-dessus. Parce que moi, Je faut m'en fous. savoir que je connaissais Mais Alexis avant les réseaux sociaux et c'était une horreur. sanguin. Il était insolent. Ouais. Je dirais pas le contraire. Mais bon, après, l'expérience t'apporte peut-être un peu d'humilité et de sagesse aussi. Mais bref. Et tout ça pour dire que, en fait, moi, ce qui m'a aussi motivé, c'est c'est ce désir aussi d'apporter une approche différente. Parce que moi, je trouvais, et vu qu'on a été à la fac et sur le terrain et tout, j'ai été un peu frustré des stages que j'ai faits, de ce qui s'y passait, des moyens mis en œuvre, des pratiques en elles-mêmes qui collaient pas à ce que moi je pensais être bien, tu vois. J'ai pas dit forcément j'avais raison que les autres avaient tort, mais ça me, ça me, ça me convenait pas. Et tu dis, bah, comment je peux avoir de l'impact? De toute façon, je suis un pauvre mec qui sort de la fac. Ça, c'est La, important, ouais. la solution, c'est quoi? On m'avait proposé un mi-temps 800 balles par mois. Donc j'aurais dû composer avec plusieurs trucs en même temps pour gagner ma vie. Pour louer un appart, tu vois, enfin, c'est une galère. Donc je me suis dit, non, on va aller là où il y a un marché, où il y a des gens à toucher, où il y a de l'impact à créer. Euh, enfin, c'est même pas une question de gagner mieux sa vie, etc. au départ, hein. Ça, c'est venu après. Je veux dire, quand tu commences à réaliser le potentiel des choses, tu te dis, tiens, on peut faire mieux. Mais au départ, c'était vraiment par la frustration de tous les mythes et les mauvaises pratiques, à mon sens, qu'il y a dans l'industrie, et de vouloir lutter contre ça pour justement répandre ce qui, selon moi, était plus une bonne parole, tu vois. Moi, c'est ça aussi qui m'a motivé, tu vois. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'après, on a eu de l'exposition. Enfin, moi, ça m'a donné un peu d'exposition. Et après, bah, t'as commencé à dire, ouais, mais enfin, c'est bien beau, mais ça paye pas, quoi. Ça paye pas le loyer, quand même. On fait du contenu, mais ça rapporte rien, c'est du bénévolat, quoi. Mm. C'est quand même beaucoup de travail. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, on cherche à aller plus loin avec les gens qui nous suivent et qui nous font confiance et qui aiment notre contenu. Donc, bah, on va commencer à vendre nos propres produits et tout. Et puis Et, coacher aussi, hein. et Parce qu'on coacher, on bien a sûr. commencé, Bien ça sûr. c'est important de le dire, mais Ah oui, avant oui, en même, coachant, pareil, moi, ouais, c'est le premier truc que j'ai fait, ouais. ouais, ouais, en parallèle des cours, il y avait déjà, enfin, Même s'il y avant en a même de vendre toujours. des produits, il y avait du coaching, on avait fait du suivi, on avait entraîné, Voilà. Même etc., s'il y en etc. aura toujours qui nous diront qu'on n'est pas légitime pour Oh, faire des formations parce je m'en qu'on fous. on n'a pas 10 ans de coaching derrière nous, tu vois. Ok, ok, ok. Mais bon, ça, c'est un non-débat pour moi parce que, je veux dire, tu sais, c'est un peu comme euh, s'il fallait que tu attendes d'avoir un physique, un men's physique de bodybuilder pour parler d'hypertrophie, tu vois. Bon, après, c'est sûr que si t'es skinny ou que t'es dans une condition physique, enfin, faut avoir un minimum d'intégrité, de crédibilité. Mais je veux dire, là, c'est pareil, tu vas pas attendre d'avoir 10 ans d'expérience dans un domaine pour aider les autres à Ça veut dire que s'améliorer dedans, tu vois. tu perds 10 ans de ton temps, quoi. Bah oui, à partir du moment où t'es, pour moi, je vois ça, les gens sont à un point A, toi t'es à un point B. Si t'es plus loin et au-dessus d'eux, t'es légitime de les aider et de leur, tu vois. Après, des fois, tu peux te tromper, mais donc voilà. Le pourquoi, bah, pour résumer très simplement, frustration de ce qui se fait et on veut faire mieux et avoir de l'impact positif sur un maximum de personnes. Peur, Voilà. Et pas après envie de aussi, la hiérarchie. Pour voilà, moi, c'est un gros être point. autonome, être autonome dans ce qu'on fait, avoir carte blanche, parce que c'est vrai qu'être dans les clubs, les fédés, les machins, bah pour t'élever, bah c'est sur des années, hein, c'est comme dans tout taf, des fois où tu dois grimper la hiérarchie avec le temps. Moi j'ai un peu la flemme de ça. Euh, et puis ouais aussi, bah que t'as pas de limite quand t'es à ton compte, c'est à double tranchant, c'est très stressant, c'est beaucoup de choses. Il y a de l'incertitude, de l'instabilité et tout, mais d'un autre côté, il n'y a pas de limite, tu vois. Ton salaire, il est pas fixé, tu peux avoir plus, tu peux toucher plus, tu peux. Voilà. Donc, ouais, il y a plusieurs raisons, c'est un peu multiple. Mm. Des frustrations et en même temps certaines ambitions, et c'est un peu un cocktail de tout ça, je pense. En tout cas, de mon côté. Toi, j'imagine aussi que c'est un peu ça. Ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. Non, après, moi, il y a le côté. Ouais, moi, il y a quand même beaucoup le côté terrain. Je sais pas si les gens. Mais moi, Toi, le. tu communiques. En fait, tu devrais communiquer un peu plus Ouais, c'est sur ton vrai. côté Et terrain. Parce que c'est vrai que toi, t'as un côté plus terrain, beaucoup plus terrain que cette moi. année, ouais, c'est un des objectifs. Mais moi, je vais être très honnête, mais il y a le côté preuve et légitimité. Mais même pour moi, tu vois, genre. Moi, enfin, je sais pas, j'ai un peu envie, tu vois, de me dire. C'est peut-être un retour.
le retour de la médaille, tu vois, de toutes les personnes qui pensaient que c'était pas possible, machin. Et de se dire, en fait, tu vois, j'entraîne à haut niveau, j'en ai emmené plein à haut niveau, et t'as rien à dire, en fait. En T'as fait, tu rien à... cherches à prouver à Ouais. des gens. Et ouais, je suis pas sûr qu'il y ait forcément un truc ultra mal par rapport à ça, mais moi, je suis intéressé par la légitimité perçue, tu vois, la réelle, en mode, vous voulez me juger sur le terrain, mais regardez ce que je fais vraiment Ah sur le bah de toute terrain, tu façon, vois. dans le meilleur des mondes. Puis de toute façon, même si t'es légitime de tout point de vue, on te Non critiquera mais oui, on toujours, va tu me vois. critiquer, c'est On sûr. te critiquera Mais des toujours. fois, je reçois des critiques en mode... parce que je vais le dire ouvertement, mais des fois, je critique des préparateurs physiques qui sont très connus et tout, parce que je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et puis des fois, il y a pas de raison à ce qu'ils disent. Et on me dit, ouais, mais tu vois, lui, il a l'expérience et tout, lui, il a coaché ci et ça. Et des fois, je suis là en mode, mais moi, je coach aussi à haut niveau, enfin, j'entraîne à haut niveau, je me déplace sur les compétitions à haut niveau. Enfin, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que... Ouais, Enfin, mais lui, ça fait 15 ans, toi, ça fait 2 ans. ouais, j'ai ça, mais je vais pas prendre 13 ans d'un coup, me faire pousser des cheveux blancs et puis voilà, dire maintenant je suis légitime. Donc ouais, je sais pas, c'est... Ah, puis surtout que, de toute façon, moi, je repense à ça, mais sans pour autant, et puis je mettrai pas de nom, évidemment, et puis on va encore dire qu'on tape sur les autres, mais, mais, mais c'est vrai que même à la fac, tu vois, t'avais des fois des profs ou des mecs qui sont sur le terrain et que ça fait 25 ans, et au final, ils racontent n'importe quoi, ou en tout cas qui se sont pas mis à jour. Et du coup, tu te dis, bon, bah ok, 25 ans de terrain, t'as sans doute fait beaucoup de choses, mais vu tes discours, en fait, t'es à côté de la plaque. Par rapport à la science d'aujourd'hui, aux pratiques actuelles et ce qu'on sait qui est pertinent. même d'un point de vue empirisme et anecdotique, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, la théorie c'est bien, machin et tout, mais le terrain... Mais des fois, il y a une énorme... Il y a un fossé entre le terrain et ce qui est raconté à l'université, ou... et même la science, hein, du coup, c'est une base, mais bon, c'est peut-être pas tout le temps la panacée, quoi. Enfin Bref, bon. on va passer à la suite parce que sinon Ouais, ouais, on va jamais y clairement, ouais. arriver. Après, là, on va rentrer directement dans l'entraînement. Là, c'était la seule question un peu. Juste pour le comment, très rapidement. Ouais, Le comment, bah en fait, bah, on coachait en parallèle de notre master, tout ça. Et on s'est lancé. Moi, ça a été le confinement du Covid. On a commencé à créer du contenu un peu sur Insta. Il c'était. n'y avait même pas de réel à l'époque, c'était full carrousel. Et Mais je pense les gens, s'ils sont intéressés, vous pouvez descendre tout en bas de. Moi, il y a toujours mes contenus trop moches d'avant. Donc, pareil, donc vous pouvez pareil, descendre et tout pareil. et vous rendre compte à quel point c'était nul avant. Vous pouvez voir nos Et débuts. l'évolution, bah, c'est hyper important hein, parce qu'il y en a plein qui pensent que c'était tout de suite les réels, les beaux sous-titres, les animations et tout. Ouais, et Mais au puis début, c'était attends, horrible, hein. puis on n'avait pas C'est- les moyens. Et puis après, c'est- ça a grossi petit à petit. Mais ouais, ça commence comme ça, où tu as les mains dans le cambouis, entre guillemets, tu fais tout toi-même. Puis Euh, essai-erreur, quoi. tu fais Essai-erreur. essai-erreur, et surtout régularité. 3 posts par semaine pendant des années, quoi, du coup. On s'est toujours tenu. En fait, il faut le prendre le truc au sérieux. C'est pas en mode, c'est pas un loisir. Tu le prends en mode, ça va être mon travail, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il y a eu les contenus. Petit à petit, il y a eu de l'attention autour de ça. Après, on avait lancé quoi, une newsletter et tout. On coachait les gens en parallèle. Moi, j'ai pris des gens en coaching en ligne. Un podcast, plus loin, qu'on Podcast. avait fait. Moi, j'ai commencé à faire les formations. Toi, tu t'y es mis un peu après aussi. Et puis, ça a continué de grossir. Il y avait toujours les contenus en parallèle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Toi, c'est vrai que tu es beaucoup sur le terrain. Moi, Et j'aime bien. tu as beaucoup Ouais. d'athlètes là en présentiel et tout. Moi, j'ai pas la même philosophie, les mêmes Mhm. objectifs, le même mode de vie idéal, etc. Ça, c'est des choses assez personnelles. Moi, c'est vrai que tu vois, ça m'intéresse pas Peut-être un jour, je sais pas. Mais Se moi, en déplacer, fait, ouais. je voudrais avoir ma propre salle, tu vois. Moi aussi, hein. Moi, je voudrais ma salle, genre plusieurs centaines de mètres carrés, tu vois. Comme Nassim, un peu, tu vois. Avec des machines de partout Comme et en genre. Hormozy. Ouais, comme Hormozy. Et prendre des gens en présentiel sur rendez-vous ou quoi. Et ça, là, je kifferais. Mais ça, Organise. tu vois, moi, ça, non. Ça, Moi, je non? veux pas prendre du lambda. Je suis désolé. Mais pas forcément du lambda, Ah ça peut ouais. être de l'athlète ou quoi. Mais bah après, après encore une fois, c'est pas de l'offre, ça peut être discriminant aussi au niveau du Ouais. tarif et tout. Mais pourquoi pas ça un jour, et puis aussi avoir ton propre endroit où Ça, tu ouais. Ça. t'entraînes aussi, et puis faire tes propres séminaires, tu fais venir les gens là. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette vision, pourquoi pas un jour, mais c'est plus comme ça que je vois le truc en présentiel. Mais moi, être dans un Basic Fit ou un fitness park, ou tu vois, Oh, ou, l'extrême. ou même dans un club, peu importe, mais être sur un bord de terrain, peu de matos, tout, enfin, plein de conditions qui me plaisent pas en fait. C'est pour ça que je veux pas faire de terrain. Et qu'au final, j'entraîne beaucoup les gens à distance.
et puis que je suis focus sur beaucoup apporter de la valeur via les contenus et les formations et tout ça. Donc bon, après chacun aura son avis là-dessus. Puis moi, bah, comme je t'ai dit, je suis introverti, je suis casanier. Donc moi Moi aussi, hein. j'aime bien être chez J'ai- moi, je suis à la montagne avec ma Pareil. femme, mon chien, voilà. Au moins, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Donc voilà, donc sur le comment, bah après on a le Ouais. cheminement, hein, tout ça, ça a été progressif. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les formations, les contenus, toi, tu as les coachings en présentiel, à distance aussi, Enfin, surtout à distance. Après, surtout à je me distance, déplace. En fait, c'est pour quand c'est haut niveau, du coup, tu te déplaces des fois parce que bah, c'est important. Voilà. bien sûr. Mais sinon, la plupart, c'est quand même en distanciel. Ouais. À distance, donc tous les deux, on est à distance. Moi, c'est vrai que j'ai personne en présentiel, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Puis j'aurais même pas le temps aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, t'es obligé de couper autre chose. Là, on a le podcast. Puis à un moment donné, maintenant, en fait, les gens se rendent peut-être pas compte, mais maintenant, c'est peut-être plus moi que toi, mais c'est des entreprises à gérer quand même, tu vois. Donc il y a des gens à payer, il y a machin. Donc des équipes et tout. Donc c'est du stress, c'est de la charge Du mentale, temps, c'est ouais. du travail. Bref, donc on a des journées bien remplies là-dessus. Mais voilà un peu le cheminement. On Ça, mange plus le midi. ça- On passe à la prochaine question. Ouais. On fera pas toutes les questions, hein. Je pense qu'on va en Ouais, ouais, garder. non, mais on va essayer d'en Pour un- combiner peut-être. Ou... on en refera d'autres pour un prochain épisode. À quel point faut être spécifique? Alors là, plus rien à voir, hein, mais Ouais. à quel point faut-il être spécifique dans les exos pour un sport? Faut juste Ah non, ça reprendre. c'est moi qui ai mis la note. Ah, ok, ok. Ouais. À quel point faut être spécifique dans les exos pour un sport? Bah là, ça fait intervenir, je pense, la notion de périodisation, de planification et tout. Bah, à quel point faut être spécifique? Déjà, ça dépend quand. Ouais. Ça dépend quand. Donc, encore une fois, pour moi, déjà, le sport, bien sûr. En fonction du sport, le calendrier compétitif est pas le même. Les échéances sont pas les mêmes. Donc, Après, je pense spécificité, peut-être. Enfin, là, je crois qu'il parlait en termes de préparation physique, je pense. tu veux dire. Dans les exos pour un sport. En termes de. Enfin, en tout cas, comme je l'ai lu la question, je pense qu'il parlait de la spécificité des mouvements que tu réalises dans une salle de sport pour ton sport, tu vois. Pour moi, il faut pas chercher la ressemblance entre Ouais, deux patterns qui n'ont rien à c'est voir. pour Tu ça vois, que je l'ai mis là. admettons, course à pied, enfin, ça dépend quel pattern, encore une fois. Mais admettons, c'est sûr que si tu cherches à sauter plus haut, bah, quand tu fais des squats et ou des mouvements comme ça, où tu vas être sur des patterns de flexion-extension dans un plan vertical et tout, bah, ça va ressembler en quelque sorte. Il y aura un transfert direct, mais si tu es sur de la course à pied, par exemple, tu vas pas forcément faire des exos où, où tu cherches à ce que où les exos en salle ressemblent le plus possible. Après, il faut tenir compte des angulations articulaires, tout ça. Euh, Autre exemple, je sais pas, t'es un tennisman, tu vas pas, tu vas améliorer ton coup droit ou ton revers ou je sais pas, même ton service. Tu vas pas chercher à imiter le mouvement du service à la salle contre une charge, tu vois. Le Euh, golf. je pense qu'il faut partir de l'analyse biomécanique, musculaire, tout ça, comprendre un peu les régimes de contraction, la relation force-vitesse, caractériser les patterns en fait en fonction de plein d'aspects biomécaniques comme ça, et les aspects musculaires aussi, et décomposer, et après prendre les composants, voir c'est quoi les facteurs limitants, et améliorer les facteurs limitants, mais tu pourras pas... Ouais, non. Je pense en fait, cette question elle était bien parce que en fait, il y a la notion de spécificité et la spécificité, c'est un. Les gens voient ça comme une espèce de correspondance dans la cinématique en fait, dans l'allure du mouvement. Mais la spécificité, c'est tellement plus large. Ça peut être les angulations pour le coup, ça peut être les vitesses de contraction, la quantité de contraction, donc les forces développées, ça peut être plein de choses. Et donc au final, des fois, on pourrait se dire, ah, un mouvement, il n'est pas spécifique. Mais en fait, si, peut-être. Enfin, il peut y avoir des qualités qui seront transférables. Et si par exemple, on prend l'exemple de la course à pied, je crois que c'était un coureur, mais quand on regarde tous les protocoles qui améliorent l'économie ou la performance en course à pied, mais tous les mouvements polyarticulaires, c'est du squat. Et d'extérieur, on pourrait se dire, oh, mais enfin, tu vois, ça n'a pas trop de ressemblance. Mais pourtant, on a des gains. C'est parce qu'après, on va chercher des intensités, on va chercher du recrutement. Et tout ça, c'est des aspects qui se transfèrent. Donc je pense que ouais, les exos, c'est quelque chose de. C'est une non-question un peu, en fait. La sélection des exercices, c'est évidemment quelque chose qui est important, mais Moi, j'aime bien Mais faut l'unilatéral, pas. mais. Enfin, je pense qu'on se prend trop la tête là-dessus. Et en vrai, tu sais, j'ai encore vu une vidéo des All Blacks en rugby là. Ils sont quand même dans les meilleurs rugbymen du monde, tu vois.
Les All Blacks, ils faisaient quoi? Ils faisaient développer couché, squat, traction. À la base. Alors que pourtant, bon, bah, en rugby, ils font, tu vois, t'as pas besoin de te tracter. Mais enfin, bref, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas spécifique, Ouais. mais ils font quand même les bases, quoi. Et c'est des monstres là-dessus, quoi. Bon, après, encore une fois, en fonction du sport. Évidemment, si t'es trailer, t'as pas besoin de soulever 200 squats. Non. Mais après, oui, il va falloir aller creuser. Encore une fois, moi, je pense les critères de spécificité. Là, il y a plusieurs modèles et tout. Mais oui, moi, je saurais plus forcément tous les dire un à un. Mais je l'ai longuement évoqué, moi, dans ma formation sur Power Pro. Mais il y a évidemment les régimes de contraction, la vitesse de contraction, la stabilité, La cinématique. les muscles impliqués. Voilà. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Et quand tu vas sur l'ensemble des critères et que tu analyses, par exemple, un mouvement d'un sport selon ces critères-là. C'est-à-dire que tu remplis les critères, tu fais OK, d'un point de vue de ces 8 critères, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je prends un exo de prépa physique. D'un point de vue des 8 critères, voilà à quoi ça ressemble. Tu trouveras toujours un truc d'ailleurs. Est-ce que c'est proche ou pas, tu vois? Et des fois, bah, c'est bien d'aller chercher proche, mais tu n'auras pas les 8 critères qui seront identiques entre deux exos. De toute façon, c'est pas possible. Et même si c'est différent, après, il faut aussi raisonner en termes d'adaptation physiologique, tu vois. Ouais, Euh, c'est ce que je disais avec le squat et le recrutement. Quand tu mets sous une barre et que tu pousses avec des grosses charges, ça n'a rien à voir avec le fait de courir dehors. Mais par contre, en termes de recrutement, ça va t'aider à mort dans ta Ça, pratique. exactement. Et puis je vais prendre un exemple simple parce que peut-être que les gens ont peut-être pas ce degré d'analyse ou cette vision plutôt, cette perspective sur les choses. Mais admettons, tu vois, t'es trailer, tu cours en descente. On sait ce que c'est de courir en descente, dans les chemins, dans la montagne et tout. Grosse contrainte excentrique énorme sur les quadriceps, sur les articulations fémoro-patellaires, tout ça. Bon, bah tu te dis, ouais, c'est quand même bien d'avoir des qualités neuromusculaires de force max aussi sur les quadriceps, Mhm. une meilleure activation musculaire. Je vais aussi peut-être décharger un peu l'articulation, rediriger les contraintes qui vont être un peu plus prises au niveau musculaire. M'habituer aussi à encaisser des grosses contraintes sur certains tissus spécifiques. Bref, il y a plein de choses à faire, mais même du squat, pour le coup, peut avoir de la pertinence, même si ça, en gros, ça ressemble pas, quoi. Ouais. Tu vois, faut pas se dire oui, quand tu cours en descente, c'est une jambe après l'autre, faut forcément que je fasse de l'unilatéral. Oui et non. Plein de choses peuvent avoir leur place. Et après, c'est toujours difficile de répondre à ça parce que ça nécessite tellement des contextes précis pour donner des exemples précis, tu vois. Ouais. Que. Tu sais, c'est. Les gens, ils ont. Enfin, à chaque fois, on va peut-être se dire, putain, mais pourquoi c'est tout le temps vague, tu vois? Pourquoi c'est. Mais il faut. C'est vrai, moi aussi, à une époque, je me disais ça, je me disais, putain, mais on répond jamais. Tu sais, quand j'ai une question, on répond jamais de manière vague quand je cherche une réponse, mais parce que c'est vrai, ça dépend, quoi. Ouais. Ça dépend vraiment de Exactement. tellement d'éléments, il faudrait donner des exemples précis pour bien répondre. Mais à quel point il faut être spécifique dans les exos pour un sport? Encore une fois, Hmm. Peut-être juste on peut enchaîner avec une question qui était mais tout en bas, mais c'était Yann, il demandait est-ce que c'est utile de travailler la force max et la puissance en muscu pour le trail? bien sûr. Je suis pas entraîneur de trail, mais je Si, pense que si, tu vas me si, dire il est pareil. spécialiste du trail. Non. Je pense que tu vas me dire oui. Ah bah moi je dis oui, ouais. Après c'est pour la puissance. Peut-être que toi t'as un point de vue sur la puissance. Alors déjà, la spécificité du trail des fois c'est de monter. Le gradient contraint les productions de force. Et des fois on est quand même plus orienté puissance. Ça va dépendre aussi de C'est la vrai. durée de l'épreuve. Mais tu Parce que seras jamais sur des contractions très lentes, grosse tension mécanique. Tu seras pas sur de la force max, tu vois. Mais le gradient fait que tu vas ralentir forcément et tu seras peut-être plus proche de la production de puissance. Mais après, quand tu cours en ouais, descente ou tu restes. vite, En fait, moi je vais répondre. je Je pense que c'est pense que important quand même. le Mais retour sur investissement est quand même mieux à travailler la force max. la force max, oui. Parce La que puissance vient avec. après, enfin, Yann il a dit trail, je sais pas c'est quoi comme type de trail, parce qu'il y a une grosse différence entre tu dois courir, je sais pas, 1 kilomètre vertical le plus rapidement possible, où là bah, tu as une demande de puissance qui est plus importante, versus juste je Ouais, veux limiter la fatigue sur un ultra trail. Tu vois, c'est deux, pour moi il y a des trucs qui contexte. sont différents. Mais pour moi quand même la force c'est probablement la qualité qui va se transférer le mieux sur les deux. Donc pour moi, la force max c'est prioritaire. Je suis d'accord aussi. Ça, pareil, j'en parle dans Power Pro, mais travailler la puissance, Oui voilà, c'est pour ça que je voulais. c'est en fait, vu que la puissance, c'est mathématique, c'est la force fois la vitesse, mais en soi, c'est rien la puissance. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est Ouais, que faut que t'expliques. Moi j'ai compris, mais. j'explique, mais en gros, quand tu développes ta force max,
tu développes ta capacité à produire de la force à des vitesses basses parce que tu vas induire des adaptations physiologiques qui vont te permettre d'améliorer ça. Quand tu développes ta vitesse, tu vas améliorer des adaptations physiologiques qui vont... Je vais prendre des exemples simples, mais pour la force max, tu vas améliorer l'activation musculaire, tu vas améliorer la coordination intermusculaire à charge spécifique, à charge élevée, tu vas améliorer la transmission latérale de la force, la raideur tendineuse, enfin plein de trucs comme ça qui font la perf en force max. Quand tu fais de la vitesse max, tu vas améliorer la coordination à vitesse spécifique, à vitesse élevée, la fréquence de décharge des unités motrices, machin. Agoniste, antagoniste. Voilà, tu crées plein d'adaptations physiologiques sur les deux extrêmes du continuum parce que tu es sur des capacités maximales. Donc derrière, il y a des adaptations physiologiques associées. Mais quand tu travailles à Pmax, Au milieu, du coup. au milieu, potentiellement, il y a une amélioration peut-être de la coordination à charge et à vitesse spécifique, donc à puissance spécifique. Mais pour moi, c'est de l'apprentissage. En fait, le milieu, peut-être, c'est de l'apprentissage, en fait. C'est juste, on sait plus ou moins quelle est ta puissance. Et du coup, est-ce que tu es capable de la produire et du coup, c'est de l'apprentissage technique, au final, de ce genre d'intensité, quoi. Voilà, moi c'est plus comme ça que je le vois. Ouais, Mais ok, c'est vrai j'ai que tu vois, compris. parce que vu qu'il y a le principe de spécificité, les gens peuvent se dire si je veux améliorer ma puissance, bah, je vais m'entraîner à Pmax. Je m'entraîne là où je produis le plus de puissance et c'est comme ça que je vais monter la courbe, tu vois. Ouais. Sauf que vu que la puissance c'est la force fois la vitesse, bah en fait il faut augmenter la force et la vitesse pour avoir une plus Après, grande ouais, puissance. je vais peut-être mettre un bémol, mais ça va dépendre aussi de la modalité et l'exercice sur lequel Bien sûr, tu testes la puissance. Parce que si par exemple tu prends un sprint, bien sûr. si tu prends un sprint, donc Attends. on peut faire une relation force-vitesse avec le sprint et tu atteins Pmax au bout de 30 mètres, et puis voilà, etc. Mais, euh, mais même au sein du sprint, enfin, si tu redécoupes et tu regardes les productions de puissance de manière segmentaire, enfin, c'est différent, tu vois. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bien C'est sûr. que le mouvement, enfin le sprint a une relation force-vitesse, mais à l'intérieur de ton sprint, dès que tu fais ton exercice, bah, par exemple, ton quadriceps droit va avoir une relation force-vitesse, le membre inférieur va avoir une relation force-vitesse, etc. Donc même à l'intérieur, tu peux avoir des différences. Donc tu peux travailler, par exemple, parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, l'entraînement au chariot lesté, c'est inutile, tu vois, des trucs comme ça, pour travailler Pmax. Et du coup, moi, je dirais non, c'est pas la même chose. Mais sur du mouvement polyarticulaire, je peux probablement le comprendre. Et en tout cas, moi, je le vois en plus, donc c'est compliqué. Donc, pour répondre à Yann, Est-ce que c'est utile? La réponse courte c'est oui, hein, la évidemment. force, ouais, la force, pour moi, c'est vraiment une qualité qui fonctionne bien. Et après, il faut bien retenir que quand tu es exposé à ta pratique, quand tu fais, je sais pas, du travail d'intervalle court en trail, en boss, enfin en gradient, tu vas travailler ta puissance, on va dire. Même si t'es pas exposé réellement à ta puissance. Mais du coup, tu vas avoir un meilleur transfert, je pense, de la force max vers ta pratique que de la puissance vers ta pratique. Et puis après, alors là, pour développer la force max, évidemment, dans les déterminants de la force max, il y a un déterminant parmi d'autres, mais qui est l'hypertrophie. Évidemment, il faudra l'entraîner dans une modalité là, dans le cas du trail, où évidemment, on ne veut pas faire d'hypertrophie. Mm. Mais les adaptations physiologiques liées à la force max ne peuvent qu'être bénéfiques dans beaucoup de sports en fait. Meilleure activation musculaire, transmission latérale de la force, encore une fois, toutes ces choses-là, recrutement des unités motrices, coordination, nanana. Il y a plein de choses qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et encore une fois, à un moment donné, même sur fond de fatigue et tout, quand tu as plus de force dans tes extenseurs du genou et de la hanche, et qu'il faut relancer ou accélérer, c'est quand même bien d'avoir la capacité, quoi. Ouais, Parce non, c'est certain. que durer, être capable de durer évidemment à des intensités modérées, c'est crucial pour ces sports-là. Mais quand il y a des relances, quand il y a des, Oui, c'est ça. Et puis même sur du très très long, en fait, la force. Enfin, on sait qu'il y a de la fatigue et la définition même de la fatigue, c'est une baisse de la production de force. C'est comme ça qu'elle est définie dans la littérature. Et en fait, généralement, quand tu as plus de force réserve, donc quand tu as plus de force, au final, tu arrives quand même à limiter ce delta de diminution de la fatigue. Donc force pour moi en premier, puissance va vraiment dépendre de la distance entre elles et de l'intérêt, mais je commencerai toujours par la force, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi d'autre comme question? Euh, L'overreaching? ouais, sur l'overreaching et le deload du coup de. L'overreaching, est-ce qu'il est utile? Pour rappel, l'overreaching, c'est... il y a deux types d'overreaching. Il y a l'overreaching je sais pas, Fonctionnel et non et non fonctionnel, je me fonctionnel. souviens plus. Ouais. Euh, Après, ça c'est. Ça, après, c'est quand tu t'intéresses à la théorie du surentraînement et tout ça.
Je sais pas où on en est d'ailleurs actuellement Tu as en des niveau génies. littérature. C'est vrai que je suis pas forcément le plus abouti là-dessus, même si j'ai lu quand même des trucs là-dessus récemment en plus. Mais ouais, en gros, forcément, quand tu t'entraînes, tu induis un stress qui génère une fatigue. Enfin, il y a le modèle fitness fatigue, on pourra en parler, je sais pas si c'est plus Ouais, pertinent, ouais. mais en gros, l'idée c'est que, selon moi, quand tu t'entraînes, tu génères une certaine fatigue, mais tu vas aussi induire des adaptations physiologiques qui vont te faire progresser. Mais si tu génères trop de fatigue à moyen terme, tu rentres dans une phase d'overreaching où là, à un moment, va Ouais. falloir évacuer la fatigue si tu veux voir les effets positifs qui ont été générés des adaptations physiologiques. Et ça, c'est l'overreaching fonctionnel, c'est que c'est pas encore très grave, mais il va falloir faire des phases de deload pour que la fatigue s'évacue et qu'on voit les adaptations qui ont été générées. Quand tu rentres dans l'overreaching non fonctionnel, c'est que là, tu as généré trop de fatigue et que là, pour le coup, il va falloir, je sais plus, plusieurs semaines vraiment, Ouais, ou je me souviens plus. limite Ouais. de. Je saurais plus Après, donner exactement. c'est des modèles après, hein. Ouais. Ça reste des modèles, c'est après quand tu rentres dans l'individualité, c'est pas tout à fait comme ça, mais ça peut des fois être plusieurs semaines de repos relatif, voire complet, pour évacuer cette fatigue neuromusculaire. On le rappelle, on en parlait, je crois, dans le dernier podcast, mais supraspinal, spinal et directement au niveau musculaire, tous les Mhm. types de fatigue. Ça, encore une fois, la fatigue, c'est un truc qui est super étudié dans la littérature, hein. Ouais, Il c'est y un a, bordel aussi, hein. mais il y a énormément d'articles, genre vraiment, il y a trop de En détails. fait, la fatigue aussi, c'est un truc qui appartient sur le domaine du sport, de la performance, etc. Mais ça, c'est aussi beaucoup sur la santé, tu vois. Ouais, Et en fait, du coup, c'est pour ça aussi que tu as énormément de recherches là-dessus, c'est que la santé, bah, ils ont du fric. Enfin, non, mais il y a beaucoup, beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à la fatigue parce que c'est aussi relié aux maladies cardiovasculaires, c'est aussi relié à la sédentarité, à l'obésité, enfin à plein de choses. Et du coup, la fatigue, forcément, c'est un gros, gros sujet, et même dans la perf. de toute façon, même ceux qui sont intéressés, c'est très simple, hein. Fatigue mécanisme. Tu mets Ouais, ça en anglais, fatigue mécanisme. Tu mets juste ça sur Google Scholar. Tu peux t'amuser pendant un moment. ouais, Mais non, c'est très étudié. Et donc, les différents types de fatigue, encore une fois, qui peuvent avoir lieu sur toute la chaîne du cerveau jusqu'aux muscles, ça concerne tout le monde. Bah, si la fatigue générée est trop importante et qu'elle n'est pas évacuée parce que les modalités de récupération sont pas bonnes ou que juste bah, tu as généré trop de fatigue dans ton entraînement, tu vas basculer dans un overreaching non fonctionnel. Et si tu vas encore plus loin, théoriquement, c'est le surentraînement où là, c'est assimilé un peu à un espèce de burn-out. Le burn-out, qui est une notion qu'on retrouve plutôt dans le monde du travail, mais qui du coup est un épuisement physique, émotionnel, psychologique, mental, bref, un épuisement global, mais lié du coup à l'entraînement. ouais, Bon, c'est après ça, ça, pour aller dans le plus ou moins. surentraînement, faut y aller quand même, hein. Ouais, ouais, c'est des gros débats, c'est des gros débats. Après, du coup, l'overreaching, c'est quand même la phase avant. Euh, Après, moi, comme je le vois, l'overreaching, pour moi, c'est genre, t'essaies de faire une succession d'entraînements assez intenses pour volontairement induire cet overreaching et espérer surcompenser Entre pour guillemets, avoir ouais. un pic. Alors moi, c'est plus pour l'endurance, mais la littérature, elle est pas folle folle là-dessus. En vrai, ça a pas l'air forcément différent par rapport à une logique plus linéaire. Et quand je dis linéaire, je parle pas de périodisation, je parle vraiment de dynamique de charge. Et du coup, je pense pas que ce soit forcément plus optimal. Après, ça, c'est des schémas qui sont très utilisés sur le 3 semaines on, tu sais, une semaine off. En fait, c'est basé sur ce principe-là de l'overreaching. Moi, je suis pas pour. Enfin, moi, je fais pas ça. Je fais pas ce modèle-là. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à faire des deloads sinon. Et je trouve que c'est pas nécessaire. Je préfère. En fait, je considère pas que c'est forcément l'accumulation de séances successives qui va faire la progression de l'athlète. C'est plutôt quelque chose de linéaire, tissé sur le long terme. Donc ouais, moi, je pense que l'overreaching, c'est pas forcément utile. Ouais. Moi, je pense que ça dépend. Peut-être l'overreaching fonctionnel peut être inévitable, peut-être en fonction des sports. Si tu prends les sports d'endurance où tu as des volumes hebdomadaires énormes, quelque part, je pense que tu as nécessairement une forme d'overreaching fonctionnel qui est, en, Après, qui est en jeu. ouais. Après, des fois, je me dis, en fait, ça Tellement devient. les volumes sont élevés. Non, mais tellement leurs volumes sont élevés et de manière constante, j'ai l'impression que ça devient en fait leur baseline à un moment donné. Tu vois? Ça veut dire qu'en gros, ça devient leur baseline et du coup, bah, toi, ce que tu dois faire, c'est soit manipuler le volume, soit manipuler l'intensité, etc. Mais t'as pas forcément besoin de soit diminuer, etc. Et je sais plus, on en avait parlé là par rapport au HRV, mais si par exemple, t'as un athlète qui fait 20 heures par semaine
et qu'il est exposé régulièrement à 20 heures et que tu le fais passer à 10 heures, généralement, tu as des HRV qui sont pourris. Oui, parce que tu vas le désentraîner. Ouais. Parce qu'en fait, il sort de sa baseline. Et des fois, je me dis, ouais, est-ce que c'est toujours intéressant de couper, remonter, etc., plutôt que gagner quelque chose de linéaire. Après, ça dépend de quelle qualité physique. Tu vois, encore une fois, on dit l'overreaching utile, faut encore mettre dans un contexte. Mais je pense, là, comme tu dis, ça devient ta baseline. Donc, C'est de donc l'adaptation. finalement, mais donc ça veut dire que dans ces sports-là où il y a des gros volumes d'entraînement, comme les sports d'endurance, il faudrait chercher plutôt euh, une augmentation de la capacité de charge et du volume à très long terme, enfin sur des années. Et du coup, petit à petit, tu arrives à construire cette baseline qui augmente sans pour autant aller chercher un overreaching dans tes cycles ou quoi pour faire des gros deloads et tout derrière. Mais moi, peut-être, après, mais moi, de mon point de vue, pour tout ce qui est force max et hypertrophie ou des qualités comme ça, pour moi, ça sert à rien. Genre, même les Je suis deloads. d'accord. Même les deloads, pour moi, ça sert à rien. Pour moi, ça veut dire que t'as mal géré la charge d'entraînement. Pareil. Pour moi, ça veut dire que t'as fait trop de volume et ou trop d'intensité, ce qui fait que derrière, t'as besoin du coup de rien faire pour récupérer, ou le moins possible. Du coup, tu te désentraînes, alors que t'aurais pu juste rester constant, tu vois, et continuer de stimuler, mais sans trop, enfin, tu vois, stimuler sans annihiler, en quelque Ouais. sorte. C'est vrai que non, quand tu parles des trucs de 3 semaines, une semaine, 3 semaines on et une semaine Tu off, passes ta vie à te reposer, j'ai l'impression. non, pour moi, ça n'a pas de sens. Vaut mieux gérer la charge d'entraînement et s'entraîner tout le temps Je suis d'accord. euh, Je suis d'accord. que de faire. Du coup, Victor, il avait posé un truc sur ton point de vue sur le deload. Bah, je pense qu'on l'a bien donné quand même. Euh, Ouais, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on avait comme. Est-ce que tu penses que le surentraînement a rien de positif? Bah, du coup, non. Enfin, Ouais. si on, en fait, Nolan, ouais. si on. Je pense que si on définit le surentraînement, tu vois, si on a cette vision overreaching Je pense que fonctionnel, non fonctionnel, surentraînement, le surentraînement tel qu'il est décrit dans la littérature, avec les catastrophe. symptômes associés, c'est pas bon. Ah ouais, non, non, c'est vraiment. Je pense qu'en fait, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que vraiment, je pense qu'il faut distinguer à la limite l'overreaching, c'est-à-dire, je sais pas, t'as fait un. Parce que là, c'est un athlète qui fait de l'endurance, mais t'as fait une semaine d'entraînement, t'as fait un bloc, fait une espèce de block periodization, là où t'as fait 5 séances d'intensité, etc. Ok, t'es fatigué, tu prends ton dilo derrière, ça c'est pour moi c'est de l'overreaching qui est fonctionnel à la limite. Mais le surentraînement, c'est un autre monde quand même, je pense. Donc tu penses que d'aller chercher, par exemple tu dis la block periodization et tout, mais d'aller chercher des gros effets fatigue, Des fois c'est bénéfique, je vais des, pas des dire le gros effets contraire. fatigue, mais en gros ça pourrait être utile, l'overreaching fonctionnel, quand on a potentiellement un besoin et une échéance de performance à court terme, et qu'on se dit tiens, j'ai peu de temps, je vais induire du coup, Faut la capacité de charge, hein. bien sûr, ouais, c'est sûr, sinon tu vas te blesser, mais du coup Bah, tu prends un risque de te blesser aussi. Mais tu vas induire une fatigue énorme, derrière récupérer pour espérer avoir ouais. une meilleure surcompensation entre guillemets. En fait, juste pour redonner un peu de contexte, mais la block periodization, et là je parle pas de la périodisation par bloc, et là il y a une différence, on avait parlé, en gros la block periodization ça consiste à, sur une semaine, condenser beaucoup d'intensité que tu aurais fait sur 6 semaines par exemple. Et après, le reste des semaines, tu fais juste un rappel d'intensité. Et théoriquement, ça c'est similaire à si tu avais une approche linéaire de faire 2 séances d'intensité par semaine. Tu vois. Pourquoi s'infliger autant? Pourquoi s'affliger autant? Parce que des fois, dans la littérature, chez les cyclistes, en ski de fond, des fois c'est supérieur. Des fois c'est supérieur de faire de s'infliger ça Mais là. est-ce que c'est pas supérieur parce que tu l'as jamais fait? Bah, je sais pas, mais c'est supérieur. Non mais Parce que c'est sûr que si tu t'entraînes 2 fois par semaine de manière linéaire tout le temps et que et là là tu ouais, induis un truc que tu n'as ouais. jamais fait. Mais du coup, pour en revenir à la question de par rapport à la compétition, peut-être que si tu le tolères bien et que tu as un profil qui le tolère bien, peut-être que faire ça assez éloigné et bien contrôlé par rapport à une échéance, ça peut être supérieur. Par contre, tu peux être certain que la semaine d'après, si tu fais rien et que tu n'as pas optimisé aussi les facteurs de récupération comme la nutrition et tout, et ça dans la block periodization, ils expliquent bien que c'est des paramètres à prendre en compte, le sommeil, etc. Et bah tu vas droit dans le mur. Donc ouais, c'est vraiment à bien monitorer. Et pour reprendre par rapport au surentraînement, là je disais qu'il y avait la récupération. Et là en tout cas, là, ce que je vois, hein, mais par rapport à la littérature sur le surentraînement, c'est très généralement
un problème entre la disponibilité énergétique et la dépense énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même un mismatch entre ce que tu manges et ce que tu dépenses. Et pour moi, des fois, le surentraînement, il peut être quand même assimilé à juste, en fait, l'athlète, il a pas assez de disponibilité énergétique, il mange probablement pas assez et il récupère mal. C'est pas tant le volume d'entraînement, parce qu'il y a des athlètes, mais ils s'encaissent des trucs, ils s'encaissent 30-35 heures par semaine. Et pourquoi eux, ils sont pas en surentraînement? Parce que je pense que la disponibilité énergétique est bonne, etc. etc. Donc non, comme la question est posée, le surentraînement, non, c'est mauvais. Est-ce que tu penses que le surentraînement a rien de positif? Bah, c'est Donc, un peu, pour moi, la mais définition de surentraînement, c'est un peu comme si tu disais, est-ce que tu penses que le burn-out a rien de positif? Je suis pas sûr qu'on puisse recommander aux en gens de fait, faire un là, ouais, le burn-out. truc, c'est que théoriquement, quand tu es vraiment dans le surentraînement, déjà, il y a pas de une manière assez rapide d'en sortir, déjà. Donc déjà, comme stratégie d'entraînement, comme j'entends dans la question, bah là, on est mauvais, quoi. À part si tu planifies 4 ans à l'avance, tu vois. Alors là, l'année 2 je me fais un bon burn-out, là. Année 3 tu vois, ça marche pas comme ça. Donc sur le surmenage à la limite fonctionnelle, pourquoi pas. Encore pas pour tous les profils, je pense. Mais non, sinon, non, clairement Et pas. puis, tu vois, bah, comme tu dis, c'est vrai que tu as traduit en français, mais le surmenage, l'overreaching, c'est un peu Ouais, le c'est ça. surmenage. Oui, c'est ça. Le surmenage, genre, t'es en mode, bah, je me surmène, genre, J'aime pas trop, moi. je vais aller me faire vraiment ce que. Je vais aller chercher au-delà de mes limites pour m'induire. Après, moi, c'est vrai que dans Power Pro aussi, j'en parlais un peu. Je sais qu'il y a des critiques de ce modèle, je sais qu'il n'est pas parfait du tout, mais le modèle fitness fatigue. Mais Mais conceptuellement, il est mieux que le modèle de surcompensation, déjà. déjà oui. Mais conceptuellement, je trouve que ça permet de bien se représenter. Le modèle fitness fatigue, pour ceux à qui ça parle pas, c'est l'idée que quand tu t'entraînes, tu stimules effectivement des choses, des adaptations physiologiques, mais du coup, on va dire que tu vas avoir une composante fitness et une composante fatigue. Quand tu t'entraînes, t'entraînes forcément de la fatigue, mais en même temps, tu stimules des adaptations physiologiques. Admettons, tu veux gagner de l'hypertrophie, bon bah tu vas stimuler mécaniquement tes fibres musculaires pour qu'elles grossissent, mais en même temps bah tu les fatigues, ce qui fait que tu peux pas le faire à l'infini. Quand tu veux gagner de la force, voilà, bon pareil. Et chaque entraînement induit certaines adaptations pour développer certaines qualités, mais en parallèle, donc ça c'est l'effet fitness, et en parallèle il y a une fatigue. Et du coup les deux évoluent pardon, en parallèle. Et l'idée, c'est que bah, du coup, sur un surmenage, un overreaching, Ouais. tu vas avoir un effet fatigue qui va être plus important que l'effet fitness. Ah, tu vas quand même avoir un boost du Tu fitness. vas avoir un boost du fitness, mais il se verra pas parce qu'il y aura une fatigue qui est plus élevée, donc il y a quand même une réduction de la performance. Mais du coup, tu te dis, ouais, vu que ça me permet, vu que je stimule plus, je vais créer un effet fitness et des adaptations plus fortes. Mais vu que je crée une fatigue qui est plus forte aussi, après il va falloir l'évacuer pour pouvoir C'est pour voir ça que l'effet sur les fitness. semaines d'après, ils font que des rappels très bas Ils font des volume. rappels pour maintenir la fitness qui a Ouais, été stimulée exactement. haut, mais quand même évacuer la fatigue. Mm. Ça vient à double tranchant, quoi. C'est comme se dire, tiens, j'induis moins de fatigue, je prends moins de risques, mais j'ai aussi une composante fitness qui est moins forte. Ou alors on fait le truc au carré, quoi. Ouais. On veut faire le truc sous stéro à booster les deux courbes, mais avec les risques qu'il y a avec, quoi. Donc, encore une fois, contexte dépendant, mais moi, c'est vrai que je suis pas fan de ça, quoi. Ouais. Moi non plus, je suis pas fan. Ça dépend vraiment des athlètes. Puis Mais je après, le fais très rarement quand même. moi je tease aussi un peu Power Pro, mais c'est vrai que quand je parle des modèles de périodisation, je suis assez fan, on en parlait, mais Conjugué, ouais. j'aime bien le conjuguer et je trouve qu'en fait il y a plein de qualités physiques qui sont importantes ça dépend encore une fois des sports et de l'analyse qu'on en fait, mais dans beaucoup de sports, ça va être important quand même d'avoir une certaine mobilité spécifique en fonction du sport, d'avoir des qualités de force, des qualités de vitesse, des qualités de puissance, des qualités d'endurance, des qualités de ceci, des qualités de cela. Enfin, en fait, tu peux avoir plein de choses à travailler et en fonction des sports, je sais pas, sport co et tout, tu peux avoir des fois des échéances énormes, enfin tout le temps. Du coup, pour développer des qualités, c'est compliqué en saison, Ouais. mais t'as C'est quand sûr. même des trucs, t'as plein de trucs à travailler, donc tu vas pas te faire ça que en hors saison, 2 mois par an ou quoi. Donc, vu qu'il y a plein de trucs à travailler, moi c'est vrai que j'ai plus une vision, on progresse certes lentement, mais on doit travailler tout ce qui est important et viser long terme, plutôt que se dire, je néglige des trucs, ça, je le travaille à fond, Mm. je m'inflige une fatigue de fou pour progresser vite dessus, mais tu vois, mais négliger le reste, ouais, je suis moins fan de ça, quoi. Puis à un moment, ouais, tu dis,
l'overreaching là et tout, s'infliger ça, ouais, peut-être que c'est spécifique au sport d'endurance, mais Oui, après, oui, si tu regardes. Après, c'est vrai qu'il y a une notion un peu de spécificité par rapport à ça, mais si tu prends l'ultra trail, si tu dois courir pendant 24 heures, du coup faire entre guillemets un peu de l'intensité pendant 24 heures, des fois, en fait, la spécificité, c'est pas l'overreaching, mais pas loin, tu vois. Du coup, des fois, est-ce que c'est pas intéressant de s'exposer genre 2 jours de suite sur des bah hautes oui. intensités ou 3 jours de Ah suite sur des bah, de hautes toute façon, intensités? quand tu fais Bien sûr. ceux qui font Non, mais oui, oui, non, mais. l'UTMB, là, t'es en overreaching, hein. Ouais, du coup, c'est à recontextualiser aussi, mais. À recontextualiser. Mais c'est sûr que, après, encore une fois, pour moi, je pense que c'est pas l'idéal. Et que, par contre, sans le vouloir, tu peux basculer dans l'overreaching très rapidement. Parce que, même à haut niveau, dans beaucoup de sports, au final, quand tu as la pratique de ton sport, qui induit une fatigue, que tu as la prépa physique à côté, qui induit une fatigue, que tu as les autres aspects émotionnels, psycho, machin et tout, tu peux induire une fatigue énorme et ouais, t'es déjà en overreaching, mais tout ça, c'est de la gestion de la charge. Ouais, et puis, ouais. Même moi, je suis pas parfait hein, par rapport à ça. Enfin, même avec les athlètes ou quoi, des fois, c'est. Parce que quand t'es sur du haut niveau, bah, par définition, des fois, t'es un peu sur le fil, quoi. T'es Donc, obligé. et en fait, des fois, ouais, la blessure, elle est pas loin, donc faut faire attention. Puis, faut essayer de regarder un peu s'il y a des patterns qui se répètent, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il se sent pas bien, la perception, etc. Tout ça, c'est un équilibre et je pense qu'en vrai, tu peux être le meilleur entraîneur du monde. De toute façon, faut admettre que à un moment, pour progresser, pour stimuler, il faut aller chercher des limites. Hmm, Et quand tu vas chercher des limites, plus tu progresses, plus la limite entre la blessure et le progression, elle est fine. ouais, c'est Et sûr. la zone est. Tu sais, quand tu débutes, forcément, tu as une zone de progression qui est énorme. Et tu pas besoin de te pousser à fond Hmm, pour aller à la limite de la blessure. Mais plus tu progresses, bon, plus la marge elle est faible. Donc plus tu dois aller chercher le fil rouge. Donc c'est du monitoring, c'est de hmm. l'évaluation, c'est compliqué. Donc non, la surentraînement, c'est pas bon. Et l'overreaching, Bof. bof. Faut mettre du contexte, mais pas fan. Je pense on va s'arrêter là pour ce podcast. On a répondu à quand même pas mal de questions. On aura peut-être N'hésitez pas pu pas tout faire, à mais remettre des questions en commentaire et tout. Là, on a eu, enfin, on a fait 3 boîtes à questions et on en a récolté des 3 boîtes, donc on les lit toutes. yes. N'hésitez pas. Je sais pas dans quoi le prochain podcast sera peut-être une patho. On reviendra sur l'autre format. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre avis, ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez voir sur la chaîne, sur le podcast et tout. On en tient compte. Et ça nous donne des idées aussi, mine de rien, c'est important. Ouais. Et on se retrouve, merci d'avoir écouté, on se retrouve dans le prochain podcast.